Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va parler des différents acteurs et régulateurs des marchés boursiers et financiers. Donc on va voir ensemble un peu les principaux, à quoi ils servent et vraiment quel est leur impact sur la bourse. Donc moi, c'est un sujet où je suis totalement débutant. Donc on va recevoir Steve Esky qui justement a passé un examen récemment sur le sujet. Donc il va vraiment nous en parler en détail. Donc justement, là, il parle un débutant pour lui expliquer vraiment comment ça fonctionne. Donc si vous êtes débutant, regardez bien jusqu'au bout de cette vidéo, vous allez apprendre pas mal de choses. Donc c'est parti. C'est parti. Donc bienvenue à nouveau Steve sur la chaîne. Donc aujourd'hui on va parler des régulateurs, enfin des choses qui peuvent influencer le cours de la bourse, tout ça. Donc Banque On européenne, va parler enfin des grands acteurs. Ouais, ouais. des grands acteurs, voilà. On va parler Donc des chose choses. que moi je connais pas trop, mais toi tu connais un peu plus, du coup on va voir ça ensemble. Ouais, en tout cas, j'ai pu augmenter mes compétences là-dessus, sur ces grands différents acteurs avec l'examen que j'ai passé là sur la certification. Donc, ça peut être intéressant effectivement de comprendre un peu comment évoluent les marchés quand il y a des grands mouvements en fait. L'objectif à travers cette vidéo, c'est qu'on comprenne en gros les acteurs, les différents acteurs. On va parler des régulateurs, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est ce truc, les banques centrales et les gouvernements. Et en gros, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour rendre les marchés transparents, augmenter l'efficacité des marchés et augmenter par exemple la masse monétaire, diminuer la masse monétaire, augmenter en fait les échanges Allez, économiques. quel Parce que impact ça? c'est ça. Et à chaque fois, je veux ton avis sur ce que tu sais Bon sur, courage. sur les différents acteurs. Donc, et ben voilà, au moins comme ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc on Donc, va c'est commencer par ça les l'idée. régulateurs, je crois que c'est ça que tu as mis en premier. C'est ça, les régulateurs. Alors, qu'est-ce que ça te dit quoi, toi? Mis à part que tu me dises que ça régule. Alors, Mis à part ça. Alors, alors régulateur, on entend pas mal la Fed, là, donc à la télé, tout ça. Donc, j'avoue que j'y connais pas grand-chose à ça. Donc, Ok. banque centrale, donc Attends, attends, américaine, la avant même de Fed. parler de banque centrale, uniquement les régulateurs. Est-ce que tu n'as Donc, aucune idée? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. À quoi ça sert? réguler les taux d'emprunt, les trucs comme ça, quoi. Mais après, C'est pas eux. ah Ça, bon, on le c'est verra pas eux, après. merde. Bah alors du coup, non, je sais pas C'est vraiment les leur banques rôle. centrales. Ouais. Ok. Alors, les régulateurs, effectivement, ça sert donc à réguler. Ok. Mais plus globalement que ça. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que bon, sur les marchés financiers, il y a tout un tas de, tu me fais rire. Il y a tout un tas de pays. Ok. Ils ont leur propre bourse. Ok. Nickel. Mais aussi, en fait, nous, en tant que Français, par exemple, rien ne nous empêche d'acheter des actions aux États-Unis, etc. Donc, en gros, il y a des échanges en fait entre eux. Et pour que les échanges se fassent de la meilleure des manières possibles, il faut instaurer des règles. Et donc, essentiellement, ça sert à ça, un régulateur, à mettre en place des règles de bonne conduite, des règles d'efficience des marchés. Il y a trois objectifs à retenir pour un régulateur. Ça va être déjà, la protection des investisseurs. Tous les investisseurs ne sont pas des professionnels, etc. Donc, en fait, il y a même une notation des différents investisseurs, s'ils sont ce qu'on va appeler retail, donc comme nous par exemple, professionnels, s'ils ont vraiment des connaissances, donc là ils passent des tests pour être professionnels, ou carrément si c'est eux-mêmes des organismes financiers. Euh, Tu vois, il y a différents niveaux de protection. Et plus ils vont avoir des connaissances élevées, moins ils vont avoir un niveau de protection élevé. Nous, pour retail, on a des protections. Par exemple, le truc le plus connu qu'on va avoir, c'est les effets de levier. Donc ouais, c'est eux qui limitent Là, vraiment les effets de levier sur les plateformes de trading, en il gros, y a, il y a pour les les particuliers. brokers. C'est surtout les brokers aussi, parce que tu as vu qu'il y en a certains, ils te laissent sans limite. Mais ça fait partie de ça. Si tu veux investir, par exemple, dans des placements collectifs, type SICAV, des trucs comme ça, il y a des protections. Par exemple, on doit afficher aux clients l'affiche du fonds commun de placement. Dans quoi ça investit, quelles sont les actions qui sont investies, le risque associé, le rendement, les frais, tous les frais. Voilà. Tu vois, tu as tout un tas de trucs en fait, et des normes qui sont mises en place. Donc, protection des investisseurs. Deux, on l'a dit, transparence des marchés. Le but,
même si il y a des manipulations de marché, etc., justement, ils contre ça. Ils essayent justement de la lutte contre le blanchiment d'argent, ça en fait partie. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre proposer des marchés, faire rentrer dans la conscience commune que les marchés sont transparents et le plus fiable possible pour augmenter la confiance, en fait. Donc, ils travaillent là-dessus, notamment, donc, comme je l'ai dit, dans la lutte contre le blanchiment d'argent, etc. Et le dernier grand objectif qu'on peut retenir, c'est la réduction des risques systémiques. Tiens, ça te parle, ça? Non, du coup, c'est quoi systémique? Bah, c'est les crises. C'est les crises, typiquement. Les bulles. Quand ça fait Ah, des ok. bulles sur les marchés financiers, en fait, ce qu'ils veulent, c'est éviter les bulles, éviter les crises. Plus en fait on augmente la confiance sur les marchés financiers, plus la lecture des informations est transparente. Par exemple, tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de la Fed. OK, tous leurs communiqués sont publics. Alors oui, OK, il faut aller chercher l'information. Mais t'inquiète pas que les institutionnels, les big boys, OK, eux, ils vont la chercher l'information. Elle est publique. Donc, il n'y a rien de caché, si tu veux. Si tu veux aller chercher l'information, elle est publique. Et donc, ils travaillent là-dessus en partant du principe que plus on est clair, plus on est transparent, plus le prix, en fait, d'une action, par exemple, va refléter la réalité. Et donc, moins on va avoir de risque de surévaluer, surcoter un sous-jacent, par exemple. Donc, ils cherchent à limiter les risques systémiques. Parce que les risques systémiques, donc les crises, on voit ce qui se passe. Hein. Ce que ça fait. Tout le monde a peur, tout le monde vend, etc. Il n'y a plus de consommation. On va le voir un peu plus. Après, dans les détails, qu'est-ce que ça crée ce genre de truc quand il y a des crises? Et après, des plans de relance, etc. Mais le but, c'est d'éviter ça, justement, que le système s'écroule. Ok, donc ça, les régulateurs, c'est quelque chose. Il y a, je sais pas, un organisme par pays ou alors c'est un truc un peu plus mondial? Très bonne question. Alors, ils sont regroupés. Il y en a un, le plus connu, c'est l'IOSCO. L'IOSCO, en français, ça veut dire Organisation internationale des commissions de valeur. En Ouais, gros, jamais entendu. ouais, 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 mais c'est normal. En gros, ce gros régulateur-là, il cherche à la coopération en fait entre les différents pays. Et il est hyper connu parce qu'il régule plus de 90% du marché. Voilà. Donc il y a des pays adhérents, machin, il faut y adhérer, etc. Donc ça, c'est le plus gros, basé sur la coopération. Et après, on a, nous, les plus connus. Direct, tu m'as parlé de la Fed. Et la Fed, c'est aux US. OK, donc c'est un des régulateurs. On a en Europe, on a l'autorité bancaire européenne, l'EBA, on va l'appeler ça comme ça. Et une autre qui est bien connue en Angleterre, c'est la FCA, l'autorité de conduite financière, Financial Conduct Authority. Voilà. Ça, c'est surtout la Fed qui va faire la pluie et les beaux temps sur les marchés. Voilà, c'est surtout eux les plus connus, quoi. En gros, on va le voir encore plus dans la banque centrale, parce que la Fed a aussi une banque centrale, et donc on va le voir plus en détail là-dessus. Mais voilà comment ça se passe. Il y a un gros qui fait la coopération, et après, il y a chacun aussi qui régule dans son propre pays. D'accord. Voilà comment ça se passe. Est-ce que c'est plus clair pour les régulateurs? Bah ouais. Et du coup, eux, pour impacter vraiment, c'est pas eux qui font les taux d'emprunt, les trucs comme ça. Non, on va le voir, c'est les Ah, banques centrales. d'accord. On va voir. Et bah tiens, on le voit juste après. Super transition. Ah là, tu Ouais. m'as fait une Donc transition. voilà, Banque centrale, on va partir dessus. Donc, banque centrale, pour toi, c'est quoi? Alors c'est bah, le cash, donc c'est ceux qui vont imprimer les billets, gérer le cash en circulation. Donc ça, voilà. En gros, c'est un peu ça, hein. C'est même ça. C'est même Mm. ça. En fait, la banque centrale, c'est la banque des banques. En gros, nous, on met notre cash en banque. Et ben, les banques aussi, quand elles veulent mettre du cash en banque, en gros, elles peuvent les mettre sur les banques centrales. Et euh, comme tu l'as dit, les banques centrales, elles vont gérer la quantité de cash qu'elles vont injecter ou pas dans l'économie. Euh, voilà, en gros, ce que ça veut dire. Il y a, elles ont deux leviers
en fait, pour gérer cette quantité de cash. Le premier, ça va être, on va appeler ça le quantitative easing. Typiquement, quand on est en période de crise, en gros, tout le monde a peur, plus personne consomme. Et ce qu'on va appeler la vélocité de l'argent, c'est-à-dire la rapidité à laquelle le cash change de main, c'est ce qui fait finalement marcher une économie. J'achète un truc, je vends un truc, hop, tac, 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 je fais circuler l'argent. En temps de crise, en fait, ça circule. Enfin, ça circule plus. Pas que ça circule plus, mais ça circule probablement énormément moins parce que les gens ont peur. Donc, le but du jeu, pour les banques centrales, leur premier levier, ça va être de relancer l'économie à travers ce qu'on va appeler leur politique monétaire. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont injecter du cash dans l'économie. On appelle le quantitative easing. C'est un grand mot pour dire, en fait, j'injecte du cash dans l'économie. Donc, si elles augmentent le cash, du coup, elles diminuent la valeur du cash parce qu'il y en a plus, il est moins rare. Et donc, ça va inciter les banques, à travers aussi un deuxième levier qu'elles peuvent gérer. Le premier, c'est la quantité de cash. Le deuxième levier, ça va être tu l'as dit, les taux D'intérêt, ouais. Les taux d'intérêt, c'est pour toi, retail, à ta banque, et banque centrale, ils appellent ça des taux directeurs. D'accord. Mais en gros, c'est le taux d'intérêt auquel les banques peuvent emprunter à la banque centrale. Voilà. Et c'est de ce taux directeur-là que les banques commerciales vont se servir pour après te proposer, toi, en tant que client, un taux d'intérêt. Voilà. D'accord. Et c'est les banques centrales qui fixent les taux directeurs. Et donc, du coup, elles peuvent injecter du cash pour faire une relance dans une politique monétaire, et aussi elles peuvent baisser les taux directeurs pour dire, du coup, pour emprunter de l'argent, c'est moins cher. Donc, ça incite les industries, finalement, à emprunter de l'argent puisque ça coûte moins cher. Et donc, du coup, ça incite à refaire cette vélocité, à la réenclencher, en fait. C'est à ça que ça sert. Quand ils veulent relancer l'économie, ils ont ce levier-là. Et au contraire, juste pour terminer là-dessus, le fait de faire ça, quand on augmente la quantité de cash dans l'économie, qu'est-ce que ça a tendance? Vu que l'argent coûte moins cher et vu qu'il y a plus d'argent, à ton avis? L'argent perd de la valeur comparé aux autres devises, quoi. Alors, ouais, il y a ça, et il y a l'inflation aussi, du coup. Comme Ouais. il faut plus Plus d'argent d'argent, en pour fait. payer un truc. Donc, Voilà, donc du coup, on va avoir des prix. En fait, l'inflation, c'est quoi? C'est les prix qui augmentent dans le temps, en fait. Et plus on va avoir des prix qui augmentent, plus on va avoir une inflation qui est élevée. Et en gros, là, c'est finalement, là, en octobre 2021, c'est un peu ce qui est en train de se passer. On a l'inflation qui monte et qui a tendance à rester élevée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser le même levier, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du quantitative easing, c'est-à-dire injecter du cash, ils vont en injecter moins. Et là, on place un terme, c'est du tapering, ça s'appelle. okay. C'est-à-dire qu'ils vont moins injecter de cash. Si on injecte moins de cash et que d'un autre côté, là c'est typiquement ce qui est en train de se passer, on rehausse les taux directeurs, et du coup, qu'est-ce que ça fait? L'argent devient plus rare et en plus, emprunter de l'argent coûte plus cher. Donc les entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se dire, si j'emprunte de l'argent, c'est plus cher. Du coup, je vais peut-être moins embaucher. Donc, tu vois, et donc la circulation, en fait, on ralentit la circulation et on raréfie le cash. Donc en gros, Donc, eux, leur but, c'est que ça soit stable un peu. Ouais, c'est ça. En fait, leur but du jeu, à travers ces deux leviers, en gros, pour faire simple, ils essayent de stabiliser l'inflation aux alentours des 2%. Quand c'est en dessous, ils injectent, et quand c'est au-dessus, ils resserrent les taux. Voilà, tout simplement. Si, ils ont un autre levier directement avec les banques. On va appeler ça parce que j'ai dit que tout à l'heure, c'était les banques des banques, en fait. Ils vont avoir un autre levier aussi pour retenir du cash ou libérer plus de cash dans l'économie, c'est les réserves obligatoires, ça s'appelle. C'est-à-dire que ça te parle, ça, ou? Non, enfin, je sais quoi, les banques doivent avoir des réserves obligatoires en cas de crise, mais après, je sais pas si tu as des trucs en plus à dire. Ouais, en fait, c'est typiquement la quantité de cash que les banques commerciales doivent laisser sur leur compte, en gros, pour faire très simple, de la banque centrale.
Donc, en fait, elles arrivent aussi à moduler ça. On va dire, voilà, les banques commerciales vous devez nous laisser 10%, par exemple, de cash sur ces réserves. Ouais, pour Et éviter puis, comme en 2009 la crise, quoi. voilà. En tout cas, elles ont plusieurs leviers pour essayer de contrôler l'inflation. Elles ne la contrôlent pas, parce qu'on voit que toutes les actions en fait, qu'elles vont prendre, ça n'a pas un effet immédiat. Ça s'appelle un time lag. C'est-à-dire qu'elles prennent une décision, on dit OK les gars, on va injecter du cash dans l'économie. OK, mais le temps que le cash se diffuse, ça prend un peu de temps. Et puis, oulala, l'inflation est montée, OK, on va réduire le cash qu'on injecte. Et ben, le moment où c'est qu'elles prennent la décision et le moment où c'est que ça s'est vraiment impacté dans l'économie, ça peut prendre un an. Tu vois? Donc, elles essayent de contrôler l'inflation, mais elles ne la contrôlent pas instantanément. Ok. C'est ce qu'on peut dire. Donc, les deux leviers. Premier levier, quantité de cash qu'elles injectent dans l'économie. Deuxième levier, les taux directeurs. Voilà. Ça, c'est pour les banques centrales. D'accord, bon, ça, je Maintenant, pense qu'on a fait le tour dessus, je pense. ouais, c'est bon. Il n'y a Donc, pas besoin de. deuxième, c'était bon. Et après, ouais, c'était les gouvernements et politiques fiscales. Ouais. Donc, là, qu'est-ce qu'ils Est-ce que, font est-ce que- vraiment, eux? Ça, je ne sais pas vraiment. En bon, plus ça peut. déjà, des deux précédents. Bah, ouais, c'est pas trop compliqué. En fait, qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Sur quel levier il peut utiliser? Lui aussi, il a deux leviers en fait. Les taxes, déjà. Mais Oui, c'est après, à compliqué. part ça, ouais, à part les lois et des taxes, je vois pas trop. Les dépenses, on parle des politiques budgétaires. Les dépenses en fait qu'il fait. C'est son deuxième levier. En fait, regarde, Donc, c'est les simple. dépenses, quel type de dépenses tu parles? Eh ben, les dépenses en fait qu'il va faire pour tout simplement faire comme les banques centrales, injecter du cash dans l'économie. Il fait pareil. Sauf que Ok. lui, ça va être des dépenses, voilà, tout simplement. Les dépenses de l'État, les dépenses publiques, etc., les rachats, les structures qu'il va mettre en place, etc. Les dépenses. Il faut voir ça d'un point de vue général. On a vu que les banques centrales, elles avaient une politique monétaire. Et ben, le gouvernement va avoir une politique budgétaire. Quand on entend à la télé parler de politique Ouais. budgétaire, en fait, c'est ce truc-là. Et ça regroupe deux trucs. C'est la politique, comme on l'a dit, des dépenses publiques et la politique fiscale. Et ben, en fait, c'est ces deux leviers qu'ils ont. Et ce qu'ils cherchent à faire, eux aussi, c'est d'influer le taux d'inflation, tout simplement. Eux aussi, ils cherchent à le faire. Donc, ils vont augmenter ou diminuer les taxes et ils vont augmenter ou diminuer leurs dépenses. Ils font du financement par l'emprunt, financement par la dette, en fait. Ok. Par exemple, en cas de crise, donc la croissance est faible, la vélocité du cash est faible. Ok, on a vu ce que faisaient les banques centrales. On a forcément un chômage élevé ou potentiellement élevé. Ils vont avoir ce qu'on appelle une politique budgétaire expansionniste. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter leurs dépenses. Ok, donc finalement, financement par l'emprunt, ils vont créer ce qu'on appelle des bons du trésor. C'est les obligations d'État, en fait. D'ailleurs, petit aparté, justement, là, aux États-Unis, ils sont en train de réévaluer le plafond de la dette. Ça doit être évalué, rehaussé. Enfin, ils doivent se décider aux alentours de mi-octobre, 18 octobre, je crois que c'est ça. Et les républicains et les démocrates ne sont pas spécialement d'accord. Et ça fait énormément peur, même si historiquement, ils rehaussent toujours la dette. S'ils ne le font pas, c'est une partie de ce qui s'est passé en septembre et là, début octobre sur les marchés financiers, ça bouge pas mal. Il n'y a pas que ça. Mais mine de rien, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les obligations d'État, on appelle ça le risk-free rate, le taux d'intérêt sans risque, en gros. Quand on achète de la dette en tant qu'investisseur à un État, on est assuré, en gros, à 100%, presque, pas à 100% Ouais. techniquement, mais on est assuré, on pourra se faire rembourser parce que c'est l'État. Voilà. Et bien là, il a en gros atteint le plafond, pour faire très simple, et donc il doit, pour continuer à se financer, il faut qu'il rehausse le plafond. S'il rehausse le plafond, tout va bien, pas de problème,
on peut recharger la bulle. S'il ne le rehausse pas, ça peut être catastrophique sur les marchés. On peut avoir du moins 5, moins 10, moins 20%. Parce que ça serait la première fois que le gouvernement, enfin l'État US, il ferait défaut. Et encore une fois, l'État est considéré comme, c'est l'étalon, si tu veux, de l'investissement sans risque. Ok. Donc, si l'étalon fait défaut, Ouais, tout le reste se pète la gueule. et ben, voilà. Donc, en cas de crise, pour relancer l'économie, ils augmentent leurs dépenses publiques et aussi, ils peuvent, donc deuxième levier, on a dit, les taxes, les réduire. Alors, les réduire, ok, ils peuvent faire attends, comment ça s'appelle le hélicoptère, caché hélicoptère, un truc comme ça. Ils peuvent donner en fait. Ouais, par exemple, c'est un truc où ils peuvent donc réduire les taxes, ils peuvent faire des aides fiscales. Tout simplement, voilà, vous investissez dans telle chose, et ben on va vous faire des aides fiscales, etc. C'est des politiques de relance. En fait, le but du jeu, c'est qu'ils incitent les entreprises, les investisseurs, en gros, à consommer. C'est ça qu'ils veulent faire. Pour avoir plus de consommation, en fait. C'est ça qu'ils veulent faire. Avec les primes, isolation de maison, voiture électrique, enfin, tous ces trucs-là. Voilà, tout à fait, ouais, c'est ça. Ça fait partie des politiques de relance. OK. Et du coup, dans l'autre sens, une fois que l'inflation elle est élevée, qu'est-ce qu'ils vont faire? À ton avis, ils vont utiliser le même levier. Donc, Mais faire dans l'autre l'inverse. sens. Et à l'inverse. Voilà, il n'y a rien de compliqué en fait. Donc, du coup, ils vont réduire leurs dépenses publiques et ou augmenter les taxes. Tout simplement. Donc, on se dit qu'effectivement, on augmente tout le temps les taxes, mais en fait, bah ouais, parce qu'ils augmentent, ils se financent par l'emprunt, ils augmentent leurs dépenses, mais du coup, il faut qu'ils se refinancent de l'autre côté, donc ils augmentent les taxes, etc., etc. Ils sont dans une politique expansionniste, donc du coup, il faut bien récupérer à un moment donné. Il faut restreindre en fait les taux, et donc une des possibilités, c'est d'augmenter les taxes. Quand il y a trop d'argent, on dit vous avez trop d'argent dans l'économie, attendez, on va en récupérer un peu. C'est d'un point de vue macro, hein, franchement, je ne fais pas de polémique, rien du tout. Mais en gros, c'est l'idée. C'est l'idée, très simple. D'accord. Et pareil, ça aussi, il y a comme les banques centrales, les problèmes associés à ça, donc c'est le fameux time lag, le temps qu'ils appliquent une politique budgétaire, le temps que ça se diffuse dans l'économie. Ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'en gros, ils sont toujours un peu en réaction en fait de données qu'ils lisent, des rapports qu'ils lisent, ils prennent des décisions en fonction, pas en amont. Donc, ouais, toujours un peu en retard, en gros. Toujours un peu en retard. C'est un peu, voilà, c'est à savoir. Ça prend du temps en fait. Leur décision prend du temps à se diffuser dans l'économie. Et donc, évidemment, comme je l'ai dit pour conclure là-dessus, quand ils augmentent leurs dépenses, à un moment donné, il faut qu'ils se refinancent de l'autre côté. Donc, soit ils réduisent leurs dépenses, soit aussi ils augmentent les taxes. Et à chaque fois, là on le voit par exemple pendant la crise de 2001, ils ont aidé les entreprises, donc politique d'aide, etc., de relance, etc., de maintien. Là derrière, c'est un exemple, mais là récemment on a vu sur Pôle emploi, les calculs des aides va changer, ou a changé, je ne sais plus En exactement. bien ou en mal? En mal, elle a pas dit. Voilà, parce que du Je coup, n'ai pas suivi, donc. d'accord, en fait c'est sur les calculs des indemnités, au lieu d'avoir, enfin je ne veux pas dire de bêtises, mais ça a changé, et c'est un peu plus restreint. Bon, bref, donc du coup, ils le récupèrent de l'autre côté. C'est un exemple. C'est un exemple pour donner comment ça se passe. Ce qu'ils donnent de l'autre côté, effectivement, ils le reprennent de l'autre. Voilà, parce qu'il faut qu'ils se refinancent, effectivement. Voilà, donc pour résumer, déjà, est-ce que c'est plus clair pour toi? Oui, là, déjà, oui, hein. Il y a plein de termes que je ne connaissais pas. Donc là, oui, on a Ouais. une bonne vue d'ensemble déjà des différents acteurs. Il n'y a pas besoin de se dire, ouah, c'est compliqué, machin. Le but du jeu, en fait, c'est de comprendre. Ce qu'il faut se dire, là, les personnes qui regardent la vidéo et qui cherchent à investir. Ah, je t'ai perdu. Ça a coupé.
Ah, ça a bugué. Ouais. Donc, c'est de ton côté, je crois, non? Je ne Non. sais pas. Ah, J'étais en train de parler, puis ça a fait clac. bah, ouais, bah, moi, ça fait pareil, mais j'ai toujours Internet, donc je sais pas. Ok. Peut-être Non, Zoom. c'est pas il y a eu un bug. On en a été pour résumer ce qu'il faut vous dire en fait, parce que quand on investit, au début, on va se dire, bah mince, le lundi c'est monté à mort, ouais, c'est génial, c'est super, tout se passe bien. Et le lendemain, ça peut aussi baisser à mort. On se dit, mais c'est manipulé, comment ça se fait? Et en fait, ça va dépendre aussi énormément des nouvelles, des économies qui vont être annoncées. En fait, il y a des jours, il y a des calendriers de nouvelles économies plus ou moins importants. C'est important de le surveiller. Par exemple, s'ils annoncent une nouvelle impactante sur, aux US, par exemple, la Fed, typiquement, faire attention si on va trader à ce moment-là la perte de devise euro-dollar, par exemple, toutes les pertes de devise dollar, quelque chose. Parce qu'il peut y avoir énormément de volatilité à ce moment-là. Il faut faire attention. Voilà, donc ce qu'il faut se dire, c'est que les nouvelles économiques, il faut se tenir informé. Si vous voulez être trader, machin, et contrôler en fait vos investissements, placez déjà vos stop loss, ok, mais informez-vous sur les nouvelles économiques. Et en fait, en sachant en amont qu'est-ce qui va se passer sur, comme on l'a vu, les régulateurs, qu'est-ce qu'ils annoncent, les banques centrales, qu'est-ce qu'elles font, politique par exemple de tapering. En ce moment, la Fed, on parle de tapering. Ça fait peur. Le debt ceiling, donc le rehaussement de la dette aux États-Unis, ça fait peur. Là, Evergrande en Chine, qu'est-ce qui se passe? Ouloulou, tu vois? Et, et par exemple, l'OPEC aussi au milieu. Donc, tout ce qui gère le pétrole. D'un côté, ils ont fait des accords avec les US, ok, et puis de l'autre côté, avec la Chine, ils ont aussi des accords tacites un peu commerciaux, parce que c'est les Chinois qui consomment le plus. Eux, ils sont au milieu. Ça fait des tensions. Ok, parce que les États-Unis disent, moi je fais la guerre aux Chinois, et toi tu es au milieu, donc, enfin tu vois, Ouais. et ben, quand on sait ça, bah, du coup, déjà, ça fait moins peur parce qu'on comprend, on anticipe. Le but du jeu, c'est d'anticiper, de comprendre en fait en amont ce qui se passe. Et le jour où c'est que ça va y avoir une chute énorme, ou enfin énorme, je m'entends, hein, mais il y a une réaction de 2%, 3% sur les indices. Et de l'autre côté, le jour où c'est que ça réagit positivement, ça peut être un simple rebond technique. Donc là, l'analyse technique, elle est intéressante. Ou alors, ça peut être vraiment parce qu'on a touché un creux de marché, et dans ce cas-là, c'est en train de repartir à la hausse, parce qu'on ne veut pas aller plus bas. Voilà. Il faut s'informer. Voilà. Ouais, Donc ça sert à là, comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. voilà, pour pas subir en fait. Le but du jeu, c'est pas de subir le marché, c'est de comprendre ce qui se passe. Quand on comprend, on a moins peur, comme par exemple sur son portefeuille long terme. Quand on comprend dans quoi on investit, même moi, c'est pas moi qui l'invente, c'est Warren Buffett qui le dit. euh, N'investissez pas dans une entreprise si vous prévoyez de ne pas investir pendant au moins 10 ans dans cette entreprise. Si tu connais l'entreprise, tu sais ce qu'elle fait. Le jour où c'est qu'il se passe une crise où ça descend à mort, machin, ben, tu t'en fous parce que tu connais le modèle économique. Et au contraire, tu changes ton mindset, tu regardes dans l'autre sens et tu te dis, cool, là c'est les soldes, clac, j'injecte. Et t'as pas peur. Je sais que ça fait hyper peur au début, machin, les débutants, dès qu'ils se tapent à -5, déjà rien qu'à -5%, ça fait peur. Euh, informez-vous. Informez-vous. Là, on a donné 3 trucs. Euh, les 3 grands acteurs, enfin, ouais, les 3 grands acteurs sur les marchés financiers, les régulateurs, qu'est-ce qu'ils font? Protection des investisseurs, transparence des marchés, et puis réduire les crises, le risque systémique. OK, ça c'est pour les régulateurs. Les banques centrales, 2 leviers, injection de cash dans l'économie, on appelle ça du quantitative easing, réduction de cash dans l'économie, tapering, et de l'autre côté, les taux directeurs. OK, et les gouvernements, politique budgétaire, fiscale et de dépenses. Ils ont 2 leviers aussi. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hausse des dépenses ou réduction des dépenses par le financement par la dette, donc des bons du trésor, on appelle ça comme ça. Et d'ailleurs, c'est les bons qu'on appelle sans risque. Les, Ouais. ouais, en français, les bons sans risque, ok. Risk-free rate, on appelle ça comme ça en anglais. Et la hausse des taxes ou la baisse des taxes. C'est Ok. ça déjà. On a donné quelques noms, la Fed,
ok, on va voir, la Fed, la Banque Centrale Européenne, on va voir ce qui se passe. Et en fonction des nouvelles-là, on peut les avoir sur Internet. Il y a des calendriers regarde qui regroupent un peu toutes les informations aussi. Ouais, on peut les récupérer facilement et en fait, on s'informe comme ça. Moi, je le fais sur mon portefeuille. J'informe les investisseurs qui travaillent avec moi. Je les informe et au moins comme ça, en fait, du coup, bah, ils savent ce qui se passe. S'il y a une baisse, il y a une hausse, ils savent. Et au moins, bah, ils ont moins peur parce qu'ils comprennent ce qui se passe. C'est plus facile. Bon, moi, je le donne, mais si vous voulez le faire par vous-même, eh ben, euh, sourcez-vous, tout simplement. Voilà. Voilà, bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Donc moi, j'y connaissais pas grand-chose. Et du Là, coup, j'ai maintenant, appris pas mal de choses. maintenant, c'est bon. Donc merci à toi. Donc on peut retrouver ton profil sur eToro. Donc il y a le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il poste pas mal de choses. Merci encore à toi, Steve. Et à Eh bientôt. ben, c'est moi. Et je te dis à bientôt, effectivement. Ciao, ciao. Ciao. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir le profil eToro de Steve Esquis sur eToro. Donc il y a le lien juste dans la description. Vous pourrez lui poser directement des questions ou même le copier. Et aussi, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez eToro dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.